On s'est tous déjà posé la question. En plein l'étirement, quand ça commence à tirer, on se demande est-ce que c'est assez? Est-ce que je vais trop loin? C'est la grande angoisse, oui. Et on se fie toujours à cette fameuse sensation de légère gêne. Mais voilà, une étude récente suggère que pour beaucoup d'entre nous, ce guide n'est pas si fiable que ça. Pas du tout même, dans certains cas. Aujourd'hui, on se plonge dans une analyse qui va vraiment opposer notre ressenti, notre perception interne, à celle d'un expert. Une perception externe, oui. Notre source, c'est un article passionnant. Le titre en anglais, c'est Participant and Researchers' Perceptions of Stretching Intensity and Muscle Tension in a Hamstrings and Shoulder Stretch in Healthy Young Adults. C'est un article de Catherine Barrett, Javier Gene Morales et leurs collègues. Il a été publié dans le Journal of Sports Science and Medicine. Oui, volume 25, le 1er mars 2026. Et notre mission, c'est de savoir qui a raison. Nous ou le coach qui nous dit « allez encore un peu ». C'est exactement la question. Et tout part d'un constat très simple. Les instructions qu'on reçoit, c'est souvent très vague. Aller jusqu'à la légère gêne. Ça veut dire quoi, concrètement? Ben oui, ma légère gêne à moi, c'est pas forcément la vôtre. C'est totalement subjectif. C'est un vrai casse-tête, non? Pour la pratique perso, mais aussi pour la recherche. C'est le nœud du problème. Ça rend toute comparaison, toute standardisation presque impossible. Alors bien sûr, en laboratoire, on a des outils. Des dynamomètres, ce genre de choses? Exactement, qui mesurent la force très précisément. Mais soyons honnêtes, personne ne fait ça dans la vie de tous les jours. Du coup, on se base sur des échelles de perception. On demande juste aux gens ce qu'ils ressentent. Voilà, c'est pratique, mais la grande question a toujours été, est-ce que c'est vraiment valide? Et c'est là que l'étude devient vraiment intéressante. Les auteurs soulignent un truc que les autres recherches ont un peu oublié. Oui, deux variables pourtant assez évidentes. Le niveau d'entraînement de la personne et puis son expérience, son vécu avec les étirements. C'est cette lacune que l'étude vient combler. Tout à fait. Alors, pour bien comprendre les résultats, il faut voir comment ils ont fait. Le protocole est assez malin. Ils ont pris 18 jeunes adultes En bonne santé, oui. et ils se sont concentrés sur 2 étirements passifs. Un très classique pour les ischio-jambiers La flexion de la hanche, jambes tendues, oui. et un autre un peu moins commun, pour l'épaule, l'extension de l'épaule. Et pour chaque étirement, il y avait 2 tests, D'accord. 2 moments. Quand elle sent le tout début de l'étirement, Le point initial, c'est ça. Et ensuite, au point de tolérance maximale, vraiment le maximum qu'elle peut supporter. et la deuxième phase. Alors la deuxième phase, après une pause, c'est la perception du chercheur. Et c'est crucial, le chercheur principal est en aveugle, il ne sait pas du tout où le participant s'est arrêté. Pour ne pas être influencé. Exactement. Et cette fois, c'est lui qui étire la personne et qui, juste au toucher, détermine quand il sent la première tension et quand il sent la tension maximale dans le muscle. C'est une évaluation purement manuelle. Il y a un détail qui est important, je crois, sur cette chercheuse. Oui, C'est une ancienne membre de l'équipe nationale de natation artistique. Elle a une expérience pratique des étirements qui est immense. absolument. Mais alors, est-ce que ce n'est pas un biais, ça? On pourrait se dire que sa perception de la souplesse est complètement déconnectée de la moyenne des gens. C'est une excellente question. Et en fait, ici, c'est plutôt un atout. Son expérience lui a donné ce que j'appellerais des mains calibrées. D'accord. Elle ne se base pas sur sa propre souplesse, mais sur sa capacité à sentir la réponse du tissu, la réponse du muscle de l'autre personne. C'est ce qui rend la comparaison si juste. Et pour être encore plus juste, ils ont classé les participants très précisément. Oui, du sédentaire à l'athlète de compétition, et aussi selon leur expérience passée ou présente avec les étirements. Cette classification, elle est essentielle pour la suite. Alors justement, venons-y. Les résultats. Et je préviens, il y a un chiffre qui est ahurissant. Commençons par les ischio-jambiers. D'abord, quelques confirmations, rien de surprenant. Les femmes avaient en moyenne une plus grande amplitude de mouvement que les hommes, c'est assez classique. On s'y attendait un peu. Oui, et logiquement, les athlètes et les gens qui s'étirent régulièrement étaient bien plus souples. Jusque-là, tout va bien. Mais ça, ce n'est pas la bombe de l'étude. Non, pas du tout. La bombe, c'est l'écart. L'écart entre le point maximum ressenti par le participant et le point maximum senti par la chercheuse. D'accord. Chez les athlètes de compétition, cet écart était quasi nul, 0,7 degrés. Autrement dit, leur perception interne collait parfaitement à la réalité physique. Leur boussole interne est parfaitement réglée. Et chez les sédentaires? Alors là, accrochez-vous. L'écart moyen
était de 16,8 degrés. Attendez, 16 degrés. C'est énorme. Ce n'est pas une petite marge d'erreur, c'est un autre monde. C'est une autre galaxie, oui. Ça me rappelle mes cours de sport quand le prof venait appuyer sur notre dos en disant « Allez, tu peux faire mieux ». On avait l'impression qu'on allait se casser en deux. Mais ce n'est pas dangereux, ça, de pousser quelqu'un aussi loin? C'est la question. Et c'est la différence fondamentale entre la tolérance à l'étirement et la limite mécanique du tissu. Expliquez-nous ça. La personne sédentaire, elle s'arrête très tôt, parce que la sensation est nouvelle, intense. Son cerveau crie « stop » par précaution. L'athlète, lui, il a appris à tolérer cet inconfort. Il sait faire la différence entre la bonne tension et la mauvaise douleur. Et la chercheuse? Elle ne se fie pas à ce que dit la personne. Elle se fie à ce que le muscle lui dit sous ses doigts. Elle sent le point précis où le tissu devient rigide, la butée physique. Elle ne pousse donc pas au-delà de la limite. Elle accompagne le membre jusqu'à sa vraie limite physiologique. Qui est bien plus loin que ce que les débutants imaginent. Beaucoup plus loin. D'accord. Donc pour les jambes, le message est clair, l'expérience calibre notre perception. Mais ce qui est fou, c'est que pour l'épaule, toute cette logique s'effondre. C'est ça qui est fascinant. Pour l'étirement de l'épaule, plus aucune différence significative. Comment ça? Ni le sexe, ni le niveau d'entraînement, ni l'expérience. Plus rien n'avait d'impact. L'athlète et le sédentaire étaient logés à la même enseigne. Mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que le super pouvoir de perception d'un athlète disparaîtrait pour une seule articulation? C'est la grande question, et l'hypothèse des auteurs est vraiment, vraiment intéressante. C'est lié au mouvement lui-même. D'accord. L'extension de l'épaule qu'ils ont testée, c'est un geste très peu naturel. Peu de gens le pratiquent, même les athlètes. Alors que tout le monde a déjà étiré ses ischio-jambiers. Oui, des centaines de fois. Voilà. Cet étirement de l'épaule mettait tout le monde en terrain inconnu. Et cette nouveauté a complètement effacé les avantages de l'expérience. C'est un peu comme si on mettait un pilote de Formule 1 au volant d'un tracteur dans un champ. C'est une excellente analogie. Toutes ces compétences hyper pointues ne servent plus à grand-chose. Il redevient une sorte de débutant. Exactement. Ça a remis tout le monde au même niveau. Face à l'inconnu, le cerveau revient à son réglage par défaut, la prudence. Il crie stop très très tôt. Ok, c'est beaucoup plus clair. Alors, essayons de résumer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour les gens qui nous écoutent et qui se demandent s'ils doivent pousser un peu plus? Je dirais qu'il y a 3 leçons pratiques à en tirer. La première, c'est que les 2 méthodes, la perception interne et la perception externe, Ce qu'on sent et ce qu'un coach sent. voilà, les 2 sont fiables, c'est-à-dire qu'elles sont cohérentes. Si on s'étire seul, on atteindra toujours à peu près la même amplitude pour le même ressenti. Mais, Mais elles ne sont pas interchangeables, elles ne mesurent pas du tout la même chose. d'accord. Deuxième leçon? L'expérience est un calibrateur. C'est une compétence qui s'apprend. Plus on pratique, plus notre perception de la limite se rapproche de la vraie limite physique de nos tissus. On apprend à être plus à l'aise avec l'inconfort. On développe cette fameuse tolérance. Il sert de calibrateur externe. D'accord. Il peut guider la personne pour qu'elle atteigne une intensité plus efficace, plus constante, en l'aidant à dépasser ses limites perçues en toute sécurité, ce qu'elle n'oserait sans doute pas faire seule. Donc si je comprends bien s'étirer, ce n'est pas juste une question de physique. C'est aussi une compétence de perception qui s'éduque. C'est une parfaite synthèse. Et pour un novice, se fier uniquement à sa boussole interne, c'est un peu naviguer sans carte. On risque de tourner en rond, loin de notre plein potentiel. C'est exactement ça, et ça nous laisse avec une pensée pour la suite. Cette étude s'est concentrée sur des étirements passifs chez des jeunes adultes. Mm. Mais qu'en est-il des étirements actifs ou chez les seniors, par exemple? Est-ce que cet écart de perception pourrait être une des clés qui explique pourquoi certains progressent si vite en souplesse et d'autres stagnent pendant des années? C'est tout un champ de recherche qui s'ouvre. Une question passionnante. Pour ceux qui veulent vraiment creuser, la méthodologie, les stats, toutes les nuances, la lecture de l'article original est évidemment fortement recommandée. Absolument. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses.